Est-ce enfin la fin de la guerre? Après plus de 3 mois, les États-Unis, l'Iran et les pays médiateurs ont annoncé dans la nuit de dimanche à lundi être parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre, avec une signature qui est prévue ce vendredi en Suisse. Mais alors, quelles sont les conséquences et est-ce vraiment la fin? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec à la caméra après plusieurs jours de tournage d'un documentaire qui sortira bientôt sur la chaîne. On est parti ensemble donc pour ce sujet à la une des actualités du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. C'est donc une annonce qui a été faite par le Pakistan, qui était au cœur des négociations, une annonce qui a été confirmée par Donald Trump, puis par l'Iran, qui a déclaré que le Liban était en théorie inclus dans cet accord. On va revenir là-dessus juste après. Mais la guerre semble donc théoriquement, je dis bien théoriquement, approcher de sa fin, après plus de 100 jours, avec des milliers de personnes tuées et blessées, majoritairement en Iran et au Liban, mais pas que, il y a aussi eu des personnes tuées en Israël ou encore dans certains pays du Golfe. Et puis au-delà du bilan humain qui est extrêmement important et dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, il y a aussi l'impact du conflit sur l'économie mondiale qui a été absolument majeur. Alors disons les choses telles qu'elles sont, pour le moment, les détails de cet accord n'ont pas encore été divulgués, mais eh bien en théorie, cet accord, il doit permettre de rouvrir officiellement le détroit d'Ormuz, qui est donc évidemment ce passage clé dans le commerce mondial, mais surtout dans l'exportation de pétrole. L'idée, c'est aussi de prolonger le cessez-le-feu entre les pays pour une durée de 60 jours, et pendant cette période donc, aucun péage ne serait exigé par l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Il y aurait aussi des opérations de déminage dans le détroit pour enlever les mines qui ont été posées a priori par l'Iran, et c'est des déminages qui impliqueraient notamment la France et le Royaume-Uni. Et autre élément donc avec cet accord, les États-Unis devraient mettre fin au blocus naval des ports iraniens, un blocus qu'ils avaient mis en place pour faire pression sur l'Iran dans le cadre donc de ces discussions. Mais attention, ce qu'il faut déjà noter, c'est que cet accord, ce n'est pas un accord de paix définitif, c'est en fait une première étape avant d'autres discussions. Le vice-ministre des Affaires étrangères iranien affirme que la suite des négociations va porter notamment sur la fin des sanctions contre l'Iran, la question du nucléaire, la question de la reconstruction et du développement économique, et plus largement en fait la mise en place d'un mécanisme de suivi sur les différents engagements qui auraient été pris. Alors selon le Financial Times, qui cite une source proche du dossier, l'Iran devrait aussi réaffirmer son refus officiellement de se procurer ou de développer une arme nucléaire. Il faut savoir évidemment que c'est le sujet qui est au cœur de la discussion, puisque eh bien, aujourd'hui l'Iran dispose de quantités importantes de stocks d'uranium enrichi. C'est un stock qu'ils affirment utiliser officiellement pour développer le nucléaire civil, pour l'électricité par exemple, sauf que les États-Unis accusent l'Iran d'en détenir plus que nécessaire, le tout potentiellement pour développer à terme une arme nucléaire. Je ne reviens pas sur tout le débat sur le sujet, sur les différentes informations là-dessus, c'est un sujet important, mais on en a parlé beaucoup en détail sur la chaîne. Alors cet accord a été annoncé dans la nuit de dimanche à lundi, on vous en avait parlé directement sur Instagram. Ce que vous avez peut-être observé, c'est que dans la foulée de tout ça, eh bien, il y a eu une sorte de relance de certaines bourses dans le monde, avec en parallèle une chute donc des cours du pétrole qui indique donc une potentielle baisse des prix dans les prochains mois. On peut noter d'ailleurs que Emmanuel Macron a promis une répercussion sur les prix de l'essence en France dans les semaines qui viennent, selon ses propres mots. On verra donc ce qu'il en est réellement, et si réellement cette baisse s'observe de façon importante et durable dans les prochains jours, faudra prendre le temps d'analyser tout ça. Les marchés financiers semblent donc réagir positivement à cette annonce, mais attention, malgré tout ça, il y a de nombreuses questions très importantes qui restent en suspens, y compris d'un point de vue humanitaire et pour d'autres pays. Bon, déjà sur cet accord, il y a des questions sur ces relations entre les États-Unis et l'Iran. D'abord, qu'en est-il des sanctions économiques imposées par les États-Unis contre l'Iran? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'elles vont être prolongées? Dans quel cadre? De la même façon, est-ce que les États-Unis veulent toujours limiter le soutien économique et militaire de l'Iran à des alliés de la région, par exemple Hezbollah au Liban ou encore le Hamas à Gaza? Et de la même façon, qu'en est-il du changement de régime? On se rappelle que Donald Trump avait répété à plusieurs reprises qu'il voulait un changement de régime en Iran. Aujourd'hui, visiblement, il semblerait y avoir renoncé. Alors dans les faits, et vous l'aurez peut-être remarqué vous-même, beaucoup d'observateurs soulignent que ce premier accord qui va être signé cette semaine, il revient finalement en quelque sorte à la case départ, c'est-à-dire à la situation qu'on avait vraiment il y a quelques mois. À date, il n'y a eu absolument aucune avancée majeure de leur côté sur quelconque sujet. Ils souhaitaient une chute du régime islamique iranien, il est toujours en place. Sur la question du nucléaire, aujourd'hui, il n'y a pas de garantie, donc on en revient finalement à la question des négociations qui étaient en cours avant le début de la guerre. Alors certes, il y a eu des capacités militaires iraniennes qui ont été fortement touchées par le bombardement israélien et par les bombardements états-uniens, mais pour autant, ce qu'on peut noter en parallèle, c'est que les États-Unis, ils ont aussi perdu beaucoup de crédit auprès d'alliés du Golfe, auprès de beaucoup de pays du monde. Ça a coûté aussi énormément d'argent à tout point de vue aux États-Unis et pour sa population avec la hausse des prix. Bref, on a prévu de faire un point plus dédié de bilan en quelque sorte de tout ça dans quelques jours, mais ça reste donc quelque chose à noter dès maintenant. Ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il y a toujours des éléments extrêmement importants qui se poursuivent. L'Iran demande notamment
notamment la fin des hostilités d'Israël au Liban. On le rappelle, des bombardements israéliens massifs se sont répétés ces dernières semaines. Israël qui affirme toujours officiellement vouloir viser le Hezbollah au Liban, qui est un allié de l'Iran et qui a visé à plusieurs reprises Israël. Rien que ce dimanche, des bombardements israéliens ont encore touché Beyrouth, la capitale du Liban. Il faudra donc continuer à suivre la situation, d'autant que le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré que l'armée israélienne, qui est donc actuellement présente sur une partie du territoire libanais, ne se retirerait pas du sud du Liban dans le cadre de cet accord, et de la même façon qu'il n'y aurait pas de retrait de la présence israélienne à Gaza ou encore en Syrie. C'est donc là un point absolument majeur. Là aussi, on va en reparler beaucoup plus en détail dans les prochains jours. J'en profite d'ailleurs, si vous avez des questions, que ce soit sur ce sujet, sur l'Iran, sur les États-Unis ou autre, n'hésitez pas à les poser directement en passant par le lien en description. Et d'ailleurs, c'est le moment où, avant de passer au reste de l'actualité, je vais répondre à une des questions de l'un d'entre vous. Et aujourd'hui donc, on va écouter ensemble la question de Kautar. Bonjour Hugo, je voudrais que tu nous parles de ce qui se passe aujourd'hui en Albanie. Merci. Alors effectivement, les manifestations, elles se poursuivent, elles prennent même de l'ampleur en Albanie, et le point de départ de tout ça, ça a été un projet immobilier porté par Jared Kushner et Ivanka Trump. C'est donc le gendre et la fille de Donald Trump. Ce projet, il prévoit la construction de milliers de chambres d'hôtel et de villas de luxe dans une île au sud-ouest du pays, le tout pour un investissement qui est estimé à plusieurs milliards d'euros. Le problème, c'est que le complexe, il est construit à proximité d'une zone naturelle protégée. Cette région, elle abrite notamment la lagune de Narta, qui est un site important pour la biodiversité, où vivent des milliers d'oiseaux migrateurs, dont des flamants roses, mais aussi des tortues marines. Face à cela notamment, donc, il y a des manifestations importantes qui ont lieu ces derniers jours dans la capitale Tirana. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la mobilisation, elle prend de l'ampleur. C'est plus seulement sur ce sujet, évidemment, qui est très important, c'est un sujet plus large des manifestants qui dénoncent la corruption et la mauvaise gouvernance du Premier ministre albanais Edi Rama. Les manifestants donc demandent sa démission et on va continuer à vous informer donc sur la situation. Allez, pour poser vos questions, je vous mets le lien en description, je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après avec la bonne nouvelle du jour. Merci Hugo et bonjour à toutes et à tous. On commence avec cette actu. Une cathédrale orthodoxe classée au patrimoine mondial de l'UNESCO a été touchée par des bombardements russes à Kiev, la capitale ukrainienne. En fait, dans la nuit de dimanche à lundi, l'Ukraine a été visée par une vague de bombardements russes dans plusieurs grandes villes. À Kiev, le toit de la cathédrale de la Dormition a été partiellement détruit. Cet édifice fait partie du complexe religieux de la Laure des Grottes de Kiev, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Emmanuel Macron a réagi à cette frappe en indiquant que, je cite, « Tout comme la guerre d'agression que mène la Russie contre l'Ukraine depuis plus de 4 ans, rien ne justifie cette attaque contre notre patrimoine universel ». Alors de son côté, l'armée russe assure qu'elle n'a pas visé la cathédrale et explique qu'elle aurait été endommagée par un missile anti-aérien ukrainien. Au total, 11 personnes ont été tuées et 35 blessées dans les attaques russes de cette nuit, selon les autorités ukrainiennes. Parmi les victimes, 5 secouristes ont été tués dans des attaques de missiles menées sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. La Russie aurait lancé 70 missiles et 611 drones, en particulier sur Kiev, selon l'armée de l'air ukrainienne. Côté russe, 3 personnes ont été tuées dans une attaque de drones ukrainiens sur la ville de Toula, au sud de Moscou, la capitale, selon le gouverneur de la région. Deuxième actu, le sommet du G7, donc un groupe de 7 grandes puissances économiques mondiales, a débuté ce lundi à Évian, en Haute-Savoie. Les membres du G7 sont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Leurs dirigeants se réunissent chaque année pour discuter des grands enjeux mondiaux. Et donc parmi les sujets qui seront sur la table, il y aura la guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs été invité à participer aux échanges. Il sera aussi question de la guerre au Moyen-Orient et de ses conséquences. L'accord entre l'Iran et les États-Unis annoncé il y a quelques heures devrait donc être évoqué. Il faut savoir aussi que ce G7 est très contesté, notamment à Genève, qui est la plus grande ville proche d'Évian. Et c'est surtout par là que les dirigeants ont transité. Ce dimanche, des milliers de personnes ont participé à une manifestation contre ce sommet. Environ 600 Black Blocs étaient présents. En fait, les opposants au G7 reprochent notamment à ce groupe de pays riches de peser sur les décisions mondiales sans représenter l'ensemble de la planète. Ils dénoncent aussi un système économique qu'ils jugent responsable des inégalités sociales et de l'aggravation de la crise climatique. À noter qu'un important dispositif de sécurité a été mis en place dans toute la région d'Évian, avec des contrôles renforcés et des frontières surveillées. Troisième actu, les Suisses ont voté ce dimanche contre une initiative qui visait à limiter la population de leur pays à 10 millions d'habitants. Actuellement, la Suisse compte environ 9 millions d'habitants. Ce projet était en fait porté par l'UDC, un parti suisse classé droite radicale, voire extrême droite, et l'idée était donc de limiter le nombre de personnes vivant en Suisse à 10 millions d'ici 2050. Suite à un référendum, 54,8% des votants ont dit non. La proposition a été rejetée dans la majorité des cantons, qui sont l'équivalent de nos régions, et le Parlement, le gouvernement et de nombreux syndicats recommandaient aussi officiellement de rejeter l'initiative. Beaucoup d'opposants à ce texte estimaient en fait que cette proposition visait à limiter l'immigration, alors que l'UDC tient depuis plusieurs années un discours anti-immigration et dénonce notamment l'arrivée de travailleurs européens en Suisse qui ne fait pas partie de l'UE. Les personnes de
nationalité étrangère représente un petit peu plus d'un quart de la population suisse actuellement. Quatrième actu, 32% des travailleurs français souffrent de fatigue visuelle, soit plus de 10 millions de personnes. C'est ce que révèle l'Association nationale pour l'amélioration de la vue dans un rapport publié ce lundi. Concrètement, près d'un salarié sur 3 peut souffrir de maux de tête, d'une baisse de concentration ou d'une vision floue avec des yeux anormalement secs. Et selon ce rapport, ces soucis seraient directement liés à l'augmentation du temps passé devant les écrans, aussi lié à l'augmentation du télétravail. Toujours selon ce rapport, les Français passeraient en moyenne 12 heures par jour devant un écran entre les usages professionnels et personnels. L'association invite donc les entreprises à mieux informer les salariés sur les risques visuels du travail sur écran et à organiser des tests. À noter qu'il existe plusieurs gestes simples pour faire attention à sa vue quand on passe beaucoup de temps devant un écran. Par exemple, bien régler son ordinateur en le plaçant au niveau des yeux ou encore prendre des pauses régulières en regardant au loin pendant plusieurs dizaines de secondes. Et on termine avec cette actu, les réseaux sociaux vont être interdits aux jeunes de moins de 16 ans au Royaume-Uni. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le Premier ministre britannique Keir Starmer. The government has decided to ban social media access for children under 16. Selon lui, les réseaux sociaux rendent, je cite, les enfants malheureux et facilitent le harcèlement et les abus, et il veut donc faire adopter une loi en ce sens d'ici la fin de l'année pour que l'interdiction soit mise en place au printemps 2027. Les moins de 16 ans ne devraient donc plus avoir accès à des plateformes comme Snapchat, TikTok, YouTube ou encore Instagram. En fait, entre janvier et mai, une consultation nationale a eu lieu dans le pays et 91% des parents qui y ont répondu ont déclaré être favorables à un âge minimum de 16 ans pour accéder aux réseaux sociaux. Le Royaume-Uni n'est pas le seul pays à mettre en place cette mesure. Fin 2025, l'Australie a interdit l'accès à ces plateformes aux moins de 16 ans. En France, un projet de loi est aussi à l'étude au Parlement pour interdire leur accès aux mineurs de moins de 15 ans. À noter tout de même que certaines associations réclament aussi davantage de sensibilisation sur le sujet, plutôt que des restrictions pouvant simplement être contournées. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Allez, on termine avec une bonne nouvelle, et ça c'est une première mondiale. Un vaccin conçu avec l'aide de l'intelligence artificielle a été testé pour la première fois sur des humains au Royaume-Uni. Alors c'est un vaccin qui vise les SARS-CoV-virus, qui est une famille de coronavirus qui comprend notamment le virus qui est responsable du Covid-19. Ça a été testé sur 39 volontaires dans le cadre d'un essai clinique mené par des chercheurs de l'université de Cambridge qui ont donc travaillé à l'aide de l'intelligence artificielle. Et l'objectif, c'est d'offrir une protection durable contre plusieurs virus, y compris lorsque ces virus mutent. C'est un vaccin majeur puisqu'il pourrait un jour protéger non seulement contre plusieurs variants, mais aussi contre des virus proches qui n'ont pas encore été transmis à l'homme. Et par ailleurs, je le disais, alors on parle régulièrement sur la chaîne de tous les enjeux et de tous les problèmes liés à la question de l'intelligence artificielle, sur les droits d'auteur, sur la question des données, sur la question environnementale, évidemment. Il y en a plein d'autres dont on va continuer à parler. Mais là, en l'occurrence, c'est une utilisation assez inédite de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Voilà en tout cas pour la bonne nouvelle du jour. Je vous tiens au courant évidemment sur les prochains essais. Alors vous le savez, pour plus d'actualités, comme chaque jour, avec aussi des posts dédiés qui arrivent sur plein de sujets d'explication, rendez-vous directement sur Instagram. Le nom du compte Instagram, c'est Hugo Décrypte. Bienvenue à tous les nouveaux qui sont pas encore abonnés. Très content d'être de retour cette semaine, après donc une semaine de tournage à l'étranger. J'ai hâte de vous présenter tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.